Joash Amura, j'ai été le directeur général de la société Morpho en Inde de 2009 à fin 2014. Morpho est la filiale du groupe français Safran, qui a été l'acteur principal de la mise en place du projet ADAR, qui est le projet d'identification biométrique de la totalité de la population indienne. Un pays de la taille de l'Inde fait face à deux défis majeurs qui sont premièrement la lutte contre la pauvreté, la très grande pauvreté, puisque 300 à 500 millions d'Indiens vivent en dessous du seuil de pauvreté, en fonction du seuil de pauvreté qu'on utilise, si c'est $1 ou $2. Et la sécurité face aux menaces extérieures, notamment le conflit du Kargil, ensuite les attaques des hôtels à Bombay, et la sécurité intérieure, puisqu'ils ont un phénomène terroriste d'origine, un courant maoïste, qui s'appelle le terrorisme naxalite, qui a amené en 2009 le Premier ministre indien Manmohan Singh à déployer 75 000 paramilitaires dans 12 États indiens, c'est-à-dire qu'en 2009 l'Inde était au bord d'une guerre civile pour lutter contre le phénomène Naxal. Donc à la croisée de ces problématiques de pauvreté, ces problématiques de sécurité, se trouve en fait la clé est l'identification, l'identité. Le fait de pouvoir identifier ses habitants et le fait que les habitants puissent s'identifier vis-à-vis de leur gouvernement permet aux forces de police et au contre-espionnage de lutter plus efficacement contre le terrorisme, contre les menaces extérieures et intérieures, et surtout permet aux Indiens de bénéficier des subventions prévues par le gouvernement. Parce que le gouvernement indien, depuis plus de 30 ans, a mis en place plus d'une trentaine de programmes sociaux qui peuvent être soit par exemple des magasins de denrées subventionnés, soit des bourses aux élèves, soit des jours de travaux d'intérêt généraux payés, soit des subventions pour des bouteilles de gaz, pour le chauffage. Toute une série de programmes sociaux qui représentent une dépense d'à peu près 60 milliards de dollars par an par le gouvernement indien, dont de l'aveu même du Premier ministre de l'époque et du ministre de l'Intérieur, 80 à 90% étaient détournés. Tout simplement parce que l'essentiel de ces programmes était payé en liquide, puisque les bénéficiaires de ces programmes n'ont pas de compte en banque, puisqu'ils n'ont pas d'identité. En Inde, il n'y a pas de carte d'identité, c'est un héritage anglais. Et ils ont en revanche un état civil, mais qui n'est pas très fiable. C'est-à-dire que dans l'état civil indien, il y a énormément de doublons, c'est-à-dire d'identités fausses ou d'identités multiples. Donc il fallait absolument mettre en place une capacité d'identification sécurisée de la population indienne, en étant sûr qu'une personne avec une seule identité et pas 70. Donc limiter ainsi les fraudes et permettre aux gens de pouvoir bénéficier de leurs subventions. Comment est-ce qu'on arrivait à solutionner le problème du cash ? Il fallait bancariser cette population de près de 500 millions de personnes. Gardons bien en tête la cible, c'est 500 millions de personnes. Comment est-ce qu'on fait pour bancariser 500 millions de personnes qui n'ont pas de carte d'identité, qui n'ont pas d'adresse légale, qui n'ont rien. Donc là, le gouvernement indien, depuis le conflit du Kargil, travaille en 99, travaille à toutes ces problématiques et finalement arrive à une solution. Ils ont appliqué la solution proposée par Nandan Nilekani, qui est un entrepreneur indien, qui est le fondateur d'Infosys, qui est la plus grosse société de services informatiques indienne, qui a 300 000 employés. Et Nandan Nilekani avait rédigé un ouvrage qui s'appelle Imagining India, dans lequel il proposait comme solution à la pauvreté et à la sécurité une base, une fondation d'identification sécurisée. Et le projet qu'il proposait s'appelle ADAR. ADAR, c'est un mot indien, hindi, qui veut dire fondation, justement. Donc une base sécurisée. Alors, il proposait d'utiliser une technologie éprouvée et totalement testée dans le reste du monde, qui est la technologie biométrique, pour petit 1 créer une base de données de tous les Indiens où on était sûr qu'une personne égale une identité, et pas une personne égale 2 ou 3 ou 4 ou 500 identités. Donc utiliser la biométrie. Ensuite, il fallait éviter de tomber dans le piège de la carte d'identité, puisque l'Inde est une union d'États, donc vous avez 35 États et territoires,
Et chacun de ces États ou territoires a des revendications quant à est-ce qu'il faut mettre la religion sur la carte, est-ce qu'il faut mettre tel drapeau, est-ce qu'il faut mettre telle devise, etc., etc. Donc c'était des débats sans fin. Donc il fallait surtout pas de carte si on voulait avancer vite. Et il y avait manifestement une problématique d'urgence. Je vous rappelle qu'en 2009, on était à la veille d'une guerre civile. Le choix qui a été fait, c'était de se baser sur le modèle de la sécurité sociale new-yorkaise et française. Ils ont vraiment étudié les deux modèles. Ils ont été étudier les documents de la CNIL, ils ont fait un travail remarquable. Et l'idée était d'émettre pour chaque Indien un numéro unique, un numéro d'identité composé de 12 chiffres, qui allait être la base de son identification. C'est-à-dire qu'on saisit les 10 doigts, les 10 empreintes digitales, les 2 yeux, les 2 iris et le visage de chaque Indien. On met ça dans une base de données centralisée à Bangalore, et on déduplique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va s'enrôler, on met les données digitales, les données biométriques dans la base, et elle est comparée à toutes les autres données biométriques qui sont déjà dans la base. Et ça, en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une donnée biométrique est entrée dans la base, elle est comparée à toutes les autres données biométriques au fur et à mesure. Et si jamais il n'y a pas de doublon dans la base, si jamais elle n'est pas déjà dans la base, on émet un numéro. Donc une personne qui viendrait 2 fois serait immédiatement détectée. C'est automatique. Ça correspondait à l'équivalent, si ma mémoire est bonne, de plus de 7 milliards de comparaisons multibiométriques par seconde, 24 heures sur 24. L'objectif numéro 1 est donc que les 60 milliards de subventions dépensées chaque année par le gouvernement indien atteignent effectivement leurs bénéficiaires. Bénéficiaires, donc, je vous le rappelle, qui n'ont, je vous le rappelle, pas de compte en banque. Donc 75% de la population indienne n'est pas bancarisée. Donc, comment fait-on ? Eh bien, on leur ouvre un compte en banque. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, le projet était de créer cette base de données biométrique sécurisée, et en fait, à chaque fois que quelqu'un allait s'enrôler, automatiquement, il ouvrait un compte en banque. Alors, pourquoi ? Parce que l'État indien a rendu obligatoire, pour toutes les banques indiennes, qui sont les seules à pouvoir exercer sur le sol indien en tant que commerce de détail, en tant que banque de détail, obligatoire d'accepter le numéro UID comme étant une preuve suffisante, ce qu'ils appellent un KYC, le Know Your Customer, c'est-à-dire une identification suffisante pour ouvrir un compte en banque. Donc à partir de là, le compte en banque était ouvert et les subventions étaient versées directement sur le compte du bénéficiaire. Alors, sur un territoire comme l'Inde, avec plus de 600 000 villages, on imagine bien qu'il n'y a pas de guichet de banque dans tous les villages indiens. Donc la loi promulguée par le Parlement indien obligeant les banques à accepter le numéro UID comme KYC pour ouvrir un compte en banque, ça était également accompagné de l'obligation de mettre en place un système dit de business correspondent, c'est-à-dire un individu, une personne payée par la banque, qui avait la responsabilité, je crois à l'époque, de 2000 personnes. C'est-à-dire que pour 2000 clients, un business correspondent qui devait, sur une zone déterminée, tourner, aller de village en village avec un petit terminal, type terminal de paiement carte bleue, sur lequel il y avait un lecteur d'empreinte digitale et un lecteur d'iris. Et à partir de là, il allait de village en village avec un petit peu d'argent si besoin, ou pas d'argent, simplement sur base de transfert, et toutes les transactions se faisaient au travers de ce micro-ATM en quelque sorte. C'est-à-dire que vous aviez 2 personnes, il y en a un qui voulait acheter du lait à l'autre, et bien la personne A tapait son numéro UID, il avait immédiatement son numéro de compte en banque qui était associé. Il entrait son empreinte digitale, ça allait vérifier dans la base de données centrale à Bangalore, puisque tout ça fonctionne sur réseau GSM, même en 2G, donc les données échangées sont très très légères, donc on n'a pas besoin d'avoir une couverture immense. Et la base confirmait qu'effectivement l'empreinte digitale correspond au numéro enregistré dans la base de données, donc que c'était bien la personne. Avec ça, son compte en banque s'ouvre, et il dit « je veux payer 10 roupies à la personne B », il tape 10 roupies, boum, transfert effectué, terminé. Il y a un reçu qui est donné. Si jamais il veut mettre de l'argent sur son compte en banque, c'est pareil. Il donne du cash au business correspondant, qui l'enregistre, tac tac, fait la transaction et lui donne un reçu qui lui permet de prouver qu'il a bien de l'argent sur son compte en banque. Donc on n'avait pas besoin d'avoir des agences bancaires déployées dans tous les villages d'Inde. Il y avait un business correspondant. Donc c'était extrêmement bien pensé. Donc ça, c'était l'idée générale. Donc les lois ont été mises en place et le 23 juin 2009, l'Unique Identity Authority of India, UIDAI, en charge du projet Aadhaar, qui veut dire Fondation en Inde, est créé. C'est un ministère, avec à sa tête un ministre, M. Nandan Nilekani. Donc le projet démarre en 2009, en juin 2009, en fait les premiers appels d'offres sont sortis en août 2009, et mettent en place un écosystème complet. Donc la problématique numéro 1 est donc de créer cette base de données gigantesque, de données biométriques, d'1,3 milliard d'individus à Bangalore, et pour créer cette base, il faut aller enrôler les gens.
Donc il fallait également créer tout un écosystème autour des stations d'enrôlement. Donc pour enrôler 1,3 milliard de personnes dans un temps très court, puisque je crois qu'on a enrôlé 1,3 milliard de personnes en 5 ou 6 ans, puisque on a atteint le 1,3 milliard en 2016, il a fallu déployer énormément de centres d'enrôlement pour saisir les empreintes digitales, les yeux, le visage. Qu'est-ce qu'a fait UID? UID s'est dit on va saisir cette occasion pour créer un très grand écosystème qui va favoriser le développement de petites SS2I, de petites sociétés informatiques au niveau local. Donc ils ont tout simplement créé une liste de conditions à remplir pour pouvoir être une agence d'enrôlement. Et toute petite société qui voulait se créer ou qui existait déjà et qui voulait se présenter comme étant agence d'enrôlement devait s'enregistrer auprès du UID, était enregistrée comme agence d'enrôlement, et ensuite, en tant que telle, avait le droit de répondre à des appels d'offres pour l'enrôlement, participer à des campagnes d'enrôlement et de payer pour ça. Donc ça a créé une foultitude de petites sociétés. Ce ne sont donc pas des fonctionnaires indiens qui ont enrôlé les Indiens, ce sont des Indiens, des sociétés indiennes qui ont enrôlé les Indiens. Les sociétés indiennes qui se sont créées dans le cadre de cet écosystème. Donc vous avez une foultitude de sociétés. Je crois qu'il y a eu plus de 300 agences d'enrôlement qui ont été enregistrées et qui ont déployé plus de 10 000 centres d'enrôlement. C'est gigantesque. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont participé à la mise en place de ce projet, déployé dans toute l'Inde. Donc toutes les données étaient captées dans toute l'Inde et envoyées à la base de données centrale. Alors, Morpho était agence d'enrôlement, Morpho a également remporté l'appel d'offres de construction de la base de données centrale, puisque Morpho est le numéro 1 mondial de la biométrie à l'époque, et il l'est toujours d'ailleurs. Et toutes ces données étaient reçues dans la base de données centrale, dédupliquées, et ensuite vous aviez tout un écosystème d'envoi par la poste des cartes ADA. On appelle la carte ADA en fait le morceau de papier sur lequel il y a votre numéro à 12 chiffres. Mais le morceau de papier en tant que tel n'a aucune valeur, c'est le numéro qui vaut quelque chose. Pour enrôler 1,3 milliard de personnes dans des environnements aussi différents que le désert du Thar, les jungles du Maharashtra, les contreforts de l'Himalaya, les slums de Bombay, les centres-villes de Delhi, avec des capteurs biométriques reliés par GSM, etc. C'est un défi technologique qui a été comparé à l'époque à la conquête spatiale, quand on a envoyé le premier homme sur la Lune. Le gouvernement indien a réussi à enrôler 1,3 milliard de personnes, les données biométriques d'1,3 milliard de personnes, tout comme le gouvernement américain a pu envoyer un homme sur la Lune. Alors le bénéfice numéro 1 de ce projet ADAR, qui maintenant est en place et fonctionne, depuis maintenant 3-4 ans, est en place et il fonctionne, c'est évidemment de donner à chaque Indien son droit le plus fondamental, c'est un droit reconnu par les Nations Unies comme étant un droit de l'homme fondamental, qui est le droit à une existence reconnue. Donc ça c'est fait. Tous les Indiens maintenant ont une existence reconnue par l'État indien, ce qui n'était pas le cas avant. Alors à côté de ça, évidemment, donc les subventions sont enfin perçues sur les comptes en banque, donc les subventions qui sont versées sont perçues, et il n'y a plus du tout de détournement. Donc en termes de lutte contre la corruption, c'est absolument exceptionnel comme réussite. On verra les effets sur la très grande pauvreté dans le temps, puisqu'il faut que les gens bénéficient de ces subventions sur plusieurs années avant de pouvoir vraiment sortir de la très grande pauvreté. Mais par exemple, le fait d'être bancarisé, ça leur permet d'avoir accès à l'épargne, ça leur permet d'avoir accès à la microfinance, ça leur permet d'avoir accès à la microassurance, ça leur permet d'avoir accès au microcrédit. Donc c'est une révolution pour des centaines de millions de personnes. En termes de structure étatique, ça fluidifie énormément les échanges entre l'État et ses citoyens. Vous enlevez beaucoup de couches de responsabilité administrative et donc vous faites de grosses économies de coûts de structure pour l'État. Ensuite, vous êtes en train de créer, à l'échelle de l'Inde, un écosystème basé sur le e-payment et sur la sécurisation totale des transactions qui va permettre un développement économique majeur et qui va permettre de sortir d'une société qui est essentiellement basée sur le cash aujourd'hui en Inde vers une société qui va être basée de plus en plus sur l'absence de cash. Ça va avoir un double effet très positif. Petit 1, la corruption va être quasiment totalement éliminée. Et petit 2, les impôts seront perçus. Ce qui va permettre la construction d'infrastructures, le développement du pays. Le projet ADAR aura donc rapporté à l'Inde le bénéfice du projet ADAR d'un point de vue humain, d'un point de vue social est colossal, d'un point de vue administratif il est gigantesque, et le coût financier du projet ADAR, de 2009 à 2016, l'État indien a dépensé 1,3 milliard de dollars, c'est-à-dire $1 par Indien. Donc c'est effectivement un investissement dont le retour sur investissement est exceptionnel. Ce type de projet est aujourd'hui promu par la Banque asiatique de développement, par la Banque mondiale, par l'ONU, comme étant un exemple à suivre pour tous les pays émergents.
Et si on se base si on se demande combien ça peut coûter, bah écoutez, voilà, le benchmark indien, c'est que c'est en gros 1 dollar par habitant. Et la possibilité de mise en place, l'Inde est le meilleur exemple, et à cette échelle-là, c'est absolument exceptionnel. Donc ça peut tout à fait être répliqué dans énormément de pays dans le monde, et qui aurait cette double problématique de lutte contre la pauvreté et de reconnaissance de l'existence de leurs citoyens.